Jurassic Park, Star Wars, Terminator, Forrest Gump, Pirates des Caraïbes. Ces films, ils ont un point commun. Un seul studio, un seul nom. ILM, Industrial Light and Magic. Un studio fondé par accident, par un cinéaste que tout le monde prenait pour un fou, qui a pris ses origines dans une galaxie lointaine, très lointaine. Et ce studio, il nous a fait explorer notre propre imagination. Et il a changé pour toujours ce que le cinéma peut montrer. On est en 1975. George Lucas, il a 31 ans, il a un projet en tête depuis des années, une épopée spatiale. Des planètes, des vaisseaux, des batailles dans l'espace. Il appelle ça Star Wars. Mais bon, il y a déjà un problème énorme. Personne ne sait comment faire ça. Aucun studio et aucune entreprise dans le monde. Les grands studios d'effets spéciaux de l'époque, ils ont une réponse toute simple. Ce n'est pas possible. Fox, le studio qui finance le film, il y croit pas non plus. Les cadres pensent que Lucas est en train de gaspiller de l'argent, alors personne ne le suit. Donc il fait quelque chose qu'aucun n'avait fait avant lui, il crée le studio dont il a besoin. Il loue un entrepôt à Van Nuys, en Californie. C'est même pas vraiment un studio, c'est littéralement un hangar. Il embauche une vingtaine de personnes, sans grandes expériences, mais avec une curiosité absolue pour la technique. Le budget est serré et la deadline est tout simplement impossible. Puis personne ne sait vraiment par où commencer. Pendant les premières semaines, c'est le chaos. Des techniciens démissionnent, des machines qui tombent en panne, des effets ratés qui s'accumulent. Le directeur de production, complètement paniqué, il envoie des mémos à Lucas. On n'y arrivera jamais. Lucas, il est peut-être un peu trop ambitieux, ou alors peut-être qu'il croit en son projet. Mais il va pas se laisser abattre. Et il va continuer. Le 25 mai 1977, Star Wars sort dans 32 salles américaines. Fox n'y croit toujours pas, à tel point qu'ils ont échangé les droits de merchandising contre une réduction de salaire de Lucas. Aujourd'hui, le merch de Star Wars, le public sait bien ce que ça rapporte en une semaine. Il finira à 775 millions de dollars de recettes mondiales en 1977. Le vieux hangar de Van Nuys venait de changer Hollywood. Après Star Wars, ILM, il va déménager. À un vrai bureau cette fois, à San Rafael, en Californie. Et c'est là que quelque chose d'unique se met en place. Une culture. Chez ILM, il n'y a pas de hiérarchie rigide. Tout le monde bidouille, tout le monde propose. Tout le monde rate. Et rater est accepté. Parce que rater, ça veut dire qu'on a essayé quelque chose de nouveau. La scène de la bataille de Hoth, les AT-AT, ces immenses marcheurs mécaniques qui avancent dans la neige, c'est le problème. Comment filme-t-on une machine de plusieurs dizaines de mètres de haut qui marche de façon crédible ? Le stop motion classique, ça donne un mouvement qui est trop saccadé, trop animé, et pas assez lourd. L'équipe ILM, elle passe 2 semaines à chercher. Ils inventent une technique appelée le Go Motion. Ça consiste à bouger légèrement la maquette pendant l'exposition, pour créer un flou de mouvement qui est naturel. Ça n'existait pas avant eux, et ils l'ont inventé en 2 semaines, parce qu'ils avaient un problème à résoudre. C'est un pattern chez ILM. Tout au long de l'histoire, ils ont des problèmes. Et ils vont créer une invention pour le régler. Indiana Jones, 1981. Le Retour du Jedi, 1983. La Forteresse Noire, Star Trek 3. En l'espace de 8 ans, ILM, il travaille sur les plus grands succès d'Hollywood. Les uns après les autres, sans jamais se répéter. Chaque film est un nouveau problème. Chaque problème est une nouvelle invention. Et chaque invention devient un standard de l'industrie. Mais en 1984, quelque chose change. Un ingénieur chez ILM, un certain John Lasseter, commence à travailler sur une démo de synthèse d'images. Il est fasciné par les ordinateurs. Il pense que le futur du cinéma d'animation est numérique. Lucas écoute ça et il rachète une division informatique d'une petite entreprise appelée Lucasfilm Computer Division. Et il la revendra quelques années plus tard à un certain Steve Jobs. 1985, un film sort. Personne ne le remarque vraiment, il s'appelle Young Sherlock Holmes. Dans ce film, il y a une scène. Un vitrail d'église qui prend vie. Un chevalier de verre qui sort de son cadre et attaque un personnage. Cette scène dure environ 30 secondes. C'est le premier personnage entièrement généré par ordinateur de l'histoire du cinéma. À partir de ce moment-là, ILM sait que quelque chose de nouveau vient de commencer. Ils savent juste pas encore jusqu'où ça va aller. 1989, James Cameron tourne The Abyss. Il veut une créature faite d'eau. Une créature fluide, translucide, capable d'imiter des visages humains. Et personne sait comment faire ça. L'équipe ILM, elle passe 6 mois sur cette séquence. 6 mois pour 2 minutes d'image à l'écran. Ils développent des outils qui n'existent même pas encore, ils écrivent du code de zéro, et ils ratent des centaines de fois. Le jour où ils montrent le résultat final, à l'équipe pour la première fois, des techniciens pleurent dans la salle de projection. Et puis arrive 1991, Terminator 2, James Cameron, encore une fois, le T-1000, un robot fait de métal liquide, qui se transforme, qui se recompose, qui prend l'apparence de vraies personnes. Pour la première fois dans l'histoire du cinéma, un personnage numérique interagit physiquement avec d'autres acteurs réels, de façon totalement convaincante. Le public réagit comme si c'était de la magie,
Les critiques ne comprennent pas comment c'est fait, et les autres studios appellent leurs équipes techniques en panique. Hollywood comprend qu'un avant-après vient de se créer. 2 ans plus tard, 1993, Steven Spielberg veut faire un film sur des dinosaures, de vrais dinosaures. Il engage Phil Tippett, le maître du stop motion chez ILM, qui a créé les créatures de Star Wars. C'est une légende vivante de l'animation. Tippett y passe des mois à construire des maquettes, à perfectionner des mouvements et à recréer la démarche d'un T-Rex. Pendant ce temps, il y a une autre équipe chez ILM qui travaille en parallèle, en numérique. Le jour où cette équipe numérique monte son test à Spielberg, il y a un silence dans toute la salle. Un T-Rex, numérique qui court, qui respire, dont on entend presque le poids de chaque pas. Spielberg se retourne vers Tippett, et Tippett dit quelque chose qu'on n'oubliera jamais. « Je suis obsolète ». Phil Tippett, l'homme qui avait consacré sa vie entière à une forme d'art, venait de regarder cette forme d'art mourir devant lui. Spielberg est tellement touché par cette phrase qu'il l'intègre dans le film. Le personnage du docteur Malcolm dit exactement ça à un moment. Jurassic Park sort le 11 juin 1993. Les dinosaures numérisés représentent 9 minutes de film. 9 minutes sur 2 heures. Et ces 9 minutes, elles redéfinissent ce que le cinéma peut faire. Le film rapporte 912 millions de dollars, il remporte l'Oscar des effets visuels, et il devient le film le plus rentable de l'histoire à ce moment-là. Et chaque studio dans le monde entier comprend la même chose. En même temps, l'ère du numérique vient tout juste de commencer. Après Jurassic Park, ILM devient incontournable. Forrest Gump intègre Tom Hanks dans des archives historiques réelles, il serre la main de John Fitzgerald Kennedy, il rencontre Nixon, le public y croit totalement. Twister, des tornades photoréalistes, jamais vues auparavant, Men in Black, des extraterrestres intégrés à la vie quotidienne sans que ça choque. La menace fantôme, des millions de personnages numériques dans une seule scène. Un Oscar des effets visuels. 2, 3, 4, 5 ILM remporte la moitié des Oscars des effets visuels sur 20 ans. Mais cette période cache une tension. Le studio grandit, il se structure, il se bureaucratise. Les pionniers des années 70-80 commencent à partir. Certains créent leur propre studio, d'autres partent en Nouvelle-Zélande avec Peter Jackson. Pour la première fois, ILM n'est plus seul. Weta Digital, Sony Pictures, Framestore, c'est la concurrence qui existe, et elle est sérieuse. Les années 2000, elles amènent quelque chose de paradoxal. Les outils sont plus puissants que jamais, les ordinateurs sont 100 fois plus rapides, les logiciels sont plus précis, et pourtant, les films semblent de plus en plus faux. Paradoxal pourquoi ? Parce que quand tout le monde peut faire des effets spéciaux, personne ne se pose la question de si c'est nécessaire. On les ajoute de partout, sans retenue, sans raison narrative. Et le public le sent, même sans avoir à l'expliquer. En 2012, Disney y rachète Lucasfilm. ILM change de propriétaire pour la première fois de son histoire. Dans l'industrie, tout le monde se pose la même question. Qu'est-ce que ça va devenir ? Et la réponse arrivera 3 ans plus tard. Star Wars, le réveil de la force. J.J. Abrams décide de revenir aux effets pratiques. De vraies maquettes, de vrais décors, du numérique utilisé seulement quand c'est indispensable. Le film sort et quelque chose se passe. Le public réagit comme en 1977. Pas parce que c'est parfait techniquement, mais parce que ça semble réel. Et puis arrive The Mandalorian. ILM développe une technologie appelée Stagecraft, un écran LED sur lequel on projette des décors en temps réel. Plus de fond vert, plus d'incrustations en post-production. Les acteurs jouent devant une véritable image de la planète sur laquelle ils sont censés être. La lumière rebondit réellement sur leur visage, les reflets sont vrais, la caméra peut se déplacer librement. Tout est réel sauf le décor. En pleine pandémie, dans un hangar à Los Angeles, ils tournent une série entière, sans jamais aller à l'extérieur. Exactement comme en 1975, dans un entrepôt, avec des gens qui inventent des solutions à des problèmes qui n'ont pas encore de nom. 50 ans, plus de 300 films, 15 Oscars, des effets visuels et un entrepôt à Van Nuys, un hangar à Los Angeles. Le début et la fin du cercle. Ce qui frappe quand on regarde l'histoire d'ILM dans son ensemble, c'est pas les Oscars, c'est pas les chiffres, c'est qu'ils ont tout réinventé 3 fois. Le stop motion, le numérique, la volume photographie, 3 évolutions, 50 ans, un seul studio. Et si je devais résumer ILM en une seule phrase, ce serait celle-là. Si personne ne sait comment faire, eux,